Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Petits yeux, ce matin on enregistre aux aurores, mais j'avais envie de vous envoyer un petit débrief omnisport du week-end avant le café du lundi matin. Voilà, beaucoup de foot sur la chaîne dernièrement, donc j'avais envie de repartir un peu aux sources avec un petit débrief omnisport. Donc dans cette vidéo, 15 minutes, on va revenir sur les 5 actus sport qu'il ne fallait pas rater ce week-end. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon MVP de la semaine, comme on faisait à l'époque, au tout début. Je parle comme si c'était il y a 10 ans, alors que c'était il y a 3 mois. Mais voilà, les nominés de ce week-end pour le titre de MVP sont Romain Bardet, qui dispute en ce moment son dernier Tour de France, Antoine Dupont, que personne n'arrête, George Russell, opportuniste en Catalogne, et Antoine Brizard, qui régale avec les Bleus lors de la Ligue des Nations de volleyball. Allez, c'est parti, on attrape son café. Moi, j'ai le mien déjà là avec moi. On envoie le jingle. Et évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, on n'oublie pas de s'abonner pour donner de la force et de liker la vidéo si elle t'a plu. Merci l'équipe. Allez, on commence cette semaine et ce lundi matin du bon pied avec la première actu du week-end, le Tour de France 2024 qui est parti de Florence en Italie ce samedi. Pour la première fois de l'histoire d'ailleurs, qui partait d'Italie alors qu'il avait déjà quasiment fait tous les pays limitrophes de la France. Et quel départ pour nos tricolores avec tout simplement 2 victoires françaises sur les 2 premières étapes. C'est historique car on n'avait pas vu ça depuis 56 ans. Donc samedi pour la première étape entre Florence et Rimini, c'est Robin Bardet qui pour son dernier Tour de France est venu lever les bras sur la ligne d'arrivée. Il a tout d'abord rejoint son coéquipier, le néerlandais Frank van den Broek, à 50 km de l'arrivée, qui lui était dans la première échappée du jour. Et puis au bout d'un superbe numéro à 2, où le néerlandais a tout donné pour offrir la victoire à Bardet, alors que le peloton fondait sur les 2 hommes en fin de course, on les voit sprinter tous les deux pour arracher la victoire et résister au peloton. C'était vraiment un exceptionnel numéro de la part des 2 hommes qui avaient voilà, encore une fois, le peloton à leur trousse, avec les équipes de sprinteurs qui roulaient fort pour leur leader. Mais ils ont su résister. Et du coup, premier maillot jaune dans la carrière de Robin Bardet, qui a eu une grande carrière de cyclisme hein, en France. C'est un des grands monsieur du cyclisme de ces dernières années. Il a fait deuxième du Tour en 2016 et troisième en 2017. Voilà, donc c'est pour lui son dernier Tour de France qui a annoncé sa retraite dans moins d'un an. Et bah, ma foi, c'est une bien belle façon de dire au revoir au Tour pour Romain Bardet. Le lendemain, c'est Kevin Vauquelin qui a levé les bras victorieux à Bologne. Lui parti dans la première échappée du jour avec 10 autres coureurs, dont 3 Français. Il a petit à petit lâché tout le monde pour partir seul à 13 km de l'arrivée. C'était une belle revanche pour lui car il était au fond du seau. Il a déclaré lui-même, il avait perdu 29 minutes sur la première étape, donc voilà, en grande difficulté le samedi. Des mésaventures aussi en championnat de France et dans d'autres courses. Belle revanche pour lui sur cette deuxième étape qu'il remporte au forceps. Le peloton a été un peu ralenti avec une chute de Wout van Aert, ce qui lui a permis aussi de conserver son avance sur la ligne d'arrivée. Tadej Pogacar, le grand favori de ce tour, évidemment, a déjà récupéré son maillot jaune à Romain Bardet hier. Donc Romain Bardet qui ne l'aura gardé qu'une seule journée, mais c'est déjà très beau pour lui. Et Tadej Pogacar qui a placé une attaque suivie par son principal rival Jonas Vingegaard. Donc pas de gros éclats chez les favoris encore, mais Tadej Pogacar qui récupère déjà le maillot jaune. Aujourd'hui, dernière étape en Italie entre Plaisance et Turin sans énormes difficultés. Donc voilà, ça devrait être une étape encore un peu pour les baroudeurs et les gros rouleurs, mais il ne devrait pas y avoir de soucis pour le maillot jaune de Tadej Pogacar ou une étape d'ailleurs pour les équipes de sprinteurs également. Mais voilà, pas de soucis pour le maillot jaune de Tadej Pogacar. Voilà, c'était tout pour le Tour de France. On passe tout de suite à la deuxième actu du week-end. On va passer des routes du Tour de France au Stade Vélodrome qui a accueilli vendredi soir la finale du top 14 entre le Stade Toulousain et l'UBB. Et le Stade Toulousain a tout simplement humilié l'Union Bordeaux-Bègles vendredi soir en finale, 59-3, grâce notamment à Antoine Dupont de Gala, auteur de 2 essais, dont un tout simplement magnifique. Et lors de cette finale, Toulouse était tout simplement trop fort pour une équipe de Bordeaux qui a fait une saison
un peu en dents de scie, qui a dû passer par les quarts de finale pour se qualifier. Donc un match en plus que les Toulousains qui, eux, en finissant premier de la saison régulière, étaient directement qualifiés pour les demi-finales. Et une équipe de l'UBB un peu trop courte physiquement à l'image de son maître à jouer, et numéro 10, Mathieu Jalibert, qui a longtemps été incertain pour cette finale et qui a joué clairement diminué. Et en plus de ça, les Toulousains ont rendu une copie parfaite en inscrivant 9 essais, dont certains somptueux, donc comme le deuxième essai d'Antoine Dupont dont je viens de parler, sur un petit coup de pied à suivre après une combinaison parfaite en touche, ou celui d'Ange Capozzo sur un raid solitaire en toute fin de match après la sirène. Donc voilà, vraiment du beau spectacle au Vélodrome, même si le suspense n'a pas été au rendez-vous, car le Stade Toulousain menait déjà 22-3 à la mi-temps, et la révolte attendue des Bordelais n'est finalement jamais venue. Et le rouleau compresseur toulousain a continué avec des très bons matchs de Romain Ntamak et Thomas Ramos également dans le sillage d'Antoine Dupont, à continuer à rouler sur ses adversaires. Je l'ai dit, les Toulousains menés par Antoine Dupont et Romain Ntamak n'ont rien laissé à leurs adversaires toute cette saison. Premier de la saison régulière et vainqueur de la finale donc du top 14, mais aussi premier de leur poule en Coupe d'Europe et vainqueur en finale il y a quelques semaines face aux Anglais du Leinster. Dupont, lui, continue sa moisson. En plus de ses titres avec Toulouse, il a également remporté 2 des 3 tournois qu'il a disputés avec l'équipe de France A7, dont les finales de la saison à Madrid. J'ai l'impression qu'il a perdu qu'un seul match en fait cette saison, et vous savez très bien duquel je veux parler. Bref, le Stade Toulousain remplit encore un peu plus sa vitrine à trophées avec un 23e titre de champion de France, donc 4 sur les 6 dernières années. Ajoutez à cela 6 Coupes d'Europe, et on a le plus beau palmarès du rugby européen, voire mondial. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec la génération et l'attachement de ces joueurs, les Romain Tamac, les Antoine Dupont, Thomas Ramos, Cyril Bay, Peato Movaca, qui vient de prolonger, qui sont tout simplement les meilleurs du monde à leur poste. C'est une domination qui dure depuis très longtemps et qui risque de continuer encore pendant de nombreuses années. Donc voilà, félicitations au Stade Toulousain qui nous fait rêver en top 14 et sur la scène européenne, et Antoine Dupont qui est définitivement le meilleur joueur du monde. Allez, on va passer tout de suite à la troisième actu. On va passer de la pelouse du Stade Vélodrome au bitume de la Catalogne, avec la Formule 1 et le Grand Prix d'Espagne, qui a vu George Russell s'imposer de Mercedes devant Carlos Sainz, qui lui joue à domicile l'Espagnol de chez Ferrari, et Oscar Piastri de chez McLaren. Il a d'abord observé le duel à distance, puisqu'il était à 15 secondes de Norris et Verstappen, qui lui, le néerlandais, leader du championnat, et qui était parti en pole position. Mais ce duel a dégénéré et les deux premiers du championnat se sont accrochés au 64e tour après une défense trop virile de Verstappen. Le résultat, Norris doit abandonner suite à un aileron cassé et une crevaison. Verstappen peut repartir malgré une crevaison, mais ne finit que 5e, car il a dû s'arrêter pour changer sa roue. Et en plus de ça, il a pris une pénalité de 10 secondes, car jugé responsable de cet accrochage avec Lando Norris. Et Russell monte sur la plus haute marche du podium devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Très dur pour Norris et McLaren, qui perdent de gros points au championnat pilote et constructeur. Voilà, Norris et McLaren qui arrivent depuis plusieurs semaines à concurrencer la Red Bull de Verstappen. Pour Red Bull et Verstappen, pas d'énormes conséquences, vu qu'ils sont largement leaders encore au championnat constructeur et au championnat pilote. Mais voilà, de gros points perdus pour Lando Norris et McLaren sur ce week-end. Lando Norris qui n'était vraiment pas content du comportement de Max Verstappen. Il a jugé dangereux les deux hommes qui sont amis dans la vie, et là qui ont été vraiment qui ne vont pas se quitter en bons termes à la fin de ce week-end. Nouveau vainqueur du coup, George Russell pour cette saison, première victoire de la saison pour lui, deuxième de sa carrière après le Brésil en 2022. Et voilà. Et côté français, les deux Alpines encore en progression, qui eux avaient commencé la saison en fin de grille et qui maintenant se battent pour les points. Là, c'était les deux Alpines qui se sont longtemps battus pour le point de la 10e place, et c'est finalement Pierre Gasly qui rentre dans les points, et Esteban Ocon qui finit 12e. Esteban Ocon qui est toujours sans volant pour la saison prochaine, on le rappelle, qui a vu son contrat avec Alpine non prolongé. Donc voilà, je vous mets les classements là rapidement. Toujours une large avance pour Verstappen en tête du championnat sur Norris, et de Red Bull sur Ferrari au championnat constructeur.
Allez, on passe tout de suite à la quatrième et avant-dernière actu de ce débrief. Quatrième actu du coup de ce débrief et on va parler tennis avec Wimbledon, le troisième grand chelem de la saison qui démarre ce lundi à Londres et le tableau masculin est assez incertain. Un peu à l'image de Roland Garros, peut-être encore plus vu que c'est sur gazon. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs peuvent gagner ce tournoi. On a évidemment Yannick Sinner, un nouveau numéro 1 mondial, qui était vainqueur à Halle d'ailleurs récemment cette semaine. Alors oui, et il est clairement favori pour moi, mais il joue Matteo Berrettini, ancien finaliste de Wimbledon, qui lui n'a pas été épargné par les blessures, mais gros serveur, donc sur gazon, ça peut être un deuxième tour compliqué pour lui. Deuxième favori, évidemment, Carlos Alcaraz, vainqueur de Roland Garros et tenant du titre à Wimbledon. Et les deux nouvelles coqueluches du tennis mondial sont dans la même partie de tableau, donc une potentielle demi entre ces deux-là. D'un autre côté, on a Novak Djokovic, évidemment le plus grand joueur de l'histoire et avec le plus grand nombre de titres du Grand Chelem, mais qui arrive avec beaucoup d'incertitudes au niveau de son genou qu'il avait contraint au forfait à Roland Garros. Mais il a un tableau plutôt abordable sur les deux premiers tours, pas de match piège. Donc voilà, il a peut-être l'opportunité de monter un peu plus en puissance que les deux autres. Et enfin, je trouve qu'il y a des outsiders qui sont encore plus dangereux sur gazon, car c'est une surface. Voilà, si on a un gros service, on peut tout de suite être très performant. Et je trouve que parmi les gros, donc Sinner, Alcaraz que je viens de citer, il n'y a pas un vrai spécialiste de gazon, donc il y a encore plus possibilité de perdre, comme on avait avec Roger Federer à une époque, ou même Novak Djokovic qui était injouable et imbattable sur le gazon londonien. Donc parmi ces outsiders, on a évidemment Hubert Hurkacz qui est très bon sur gazon, qui s'est incliné seulement en finale contre Yannick Sinner la semaine dernière à Halle. Très bon service, ancien demi-finaliste à, à Wimbledon. On a également Taylor Fritz, l'américain, titré à Eastbourne cette semaine. Tommy Paul, également américain, aux alentours de la 15e place mondiale, qui lui s'est imposé au Queens il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est un tableau assez ouvert car il y a plein d'autres joueurs comme ça qui peuvent venir jouer les troubles faits. Chez les femmes, c'est un peu moins évident pour Swiatek qu'à Roland Garros, il me semble, même si elle reste une des favorites, mais elle ne s'est jamais imposée sur le gazon de Wimbledon. C'est d'ailleurs une gagnante différente sur les 11 dernières éditions. Donc voilà, c'est vraiment compliqué de prédire chez les femmes de sortir une favorite, même si Swiatek, Sabalenka et Coco Gauff, les trois premières mondiales, en font évidemment partie car elles dominent depuis un an ou deux le tennis féminin. Il ne faut pas oublier aussi Rybakina, la Kazakh, 5e mondiale, et titrée il y a 2 ans ici, qui a une carte à jouer. La tenante du titre, Vondrousova, elle, est un peu plus en difficulté et un peu redescendue au classement. Mais voilà, si elle a déjà gagné ici l'an dernier, ça veut dire qu'elle peut être dangereuse sur gazon. Côté français, on va commencer avec les garçons. On attend qu'Hugo Humbert perce enfin en Grand Chelem, lui qui n'a atteint qu'une seule fois la deuxième semaine, et c'était il y a 5 ans, ici même à Wimbledon. Il y a eu 18 tentatives depuis en Grand Chelem, infructueuses. Pourquoi on l'attend particulièrement à Wimbledon et cette année? Car c'est tout simplement son meilleur classement à l'approche d'un Grand Chelem et que le gazon est a priori sa meilleure surface. Avec son gros service de gaucher, son slice et son jeu offensif, il a toutes les raisons de bien performer sur gazon. Et il a été titré d'ailleurs, il me semble, à Halle il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est un joueur qui performe très bien à côté dans les tournois un peu de deuxième catégorie, les 500 et les 250, avec 6 titres, mais voilà, qui coince encore un peu en Grand Chelem. Arthur Fils, lui aussi, même s'il est plus jeune qu'Hugo Humbert, galère un peu en Grand Chelem et n'a passé qu'une seule fois le premier tour. Et il a été battu à Roland par l'une des révélations du tournoi, Matteo Arnaldi. Il a un premier tour abordable face à Stricker, mais il devrait rencontrer Hubert Hurkacz au deuxième tour s'il passe ce premier tour. Donc voilà, j'en ai parlé dans mes favoris. Évidemment, ce ne sera pas un deuxième tour facile, mais l'optique pour lui, c'est de faire un bon match et voilà, de se frotter un peu à ce niveau des top 10 et de voir à quel point il en est
encore loin ou s'il s'en rapproche. On a également 2 duels franco-français au premier tour entre les 2 vétérans du tennis français, Gaël Monfils et Adrian Manarino, et un autre avec deux jeunes, enfin plus jeunes en tout cas, Alexandre Muller et Hugo Gaston. Lucas Pouille a noté également le revenant qui a réussi à se qualifier pour le tableau principal, donc c'est beau, lui qui sort de quelques années de galère avec le tennis. Et côté féminin, ce sera un peu plus compliqué. Voilà, on a Diane Paris, un peu la nouvelle tête du tennis français, qui sera opposée à Naomi Osaka au premier tour, qui a reçu une wildcard, elle qui était une ancienne numéro 1 mondiale, avant de mettre au monde sa fille il y a quelques temps maintenant. On a Caroline Garcia aussi, qui est toujours tête de série numéro 23, ce qui me surprend un peu d'ailleurs, car elle ne performe vraiment pas bien depuis plus d'un an maintenant, mais elle est toujours tête de série en Grand Chelem en tant que tête de série, et elle aura des premiers tours plutôt abordables et pourrait retrouver Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, au troisième tour. Voilà, donc Wimbledon qui commence aujourd'hui. Suivez ça évidemment. Et nous, on passe tout de suite à la dernière actu. Allez, on va conclure du coup ce petit résumé de l'actu du week-end avec du volleyball et la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, c'est quoi? C'est une compétition qui regroupe les 16 meilleures équipes internationales chaque année qui s'affrontent en fin de saison dans 2 poules de 8 pour commencer dans la phase préliminaire. Là, les 8 meilleures équipes sont qualifiées pour la phase finale qui débute en quart de finale, donc vu qu'on a 8 équipes qualifiées. Cette année, c'était en Pologne et c'est les Français qui ont été sacrés alors qu'ils arrivaient en quart dans la peau d'un outsider, qui ont fini seulement 6e de la phase de poule, 6e meilleure équipe. Ils ont tout d'abord sorti l'Italie en 5-7, qui est une grande nation du volley mondial, puis les Polonais tenants du titre et qui évoluaient à domicile au terme d'un match irrespirable au 5e set, 18-16. Donc voilà, c'était tie-break du 5e set et ça s'est joué à 2 points d'écart. Donc c'était vraiment un match très très serré contre des Polonais qui étaient sûrement favoris de cette compétition. Et en finale, ils ont dominé le Japon en 4-7 pour remporter la 4e Ligue des Nations de leur histoire. Petite cerise sur le gâteau, Antoine Brizard, le joueur des Bleus, a été élu MVP du tournoi et Jean Patry, le passeur, meilleur passeur de la compétition. Donc voilà, les Français qui sont également, on le rappelle, champions olympiques en titre, défendront leur titre à Paris dans moins d'un mois. Ce titre en Ligue des Nations, évidemment, est une bonne nouvelle et ils se présentent comme prétendants à leur propre succession à Paris dans moins d'un mois. Voilà, c'était tout pour les actus du week-end. On se retrouve tout de suite pour élire le MVP du week-end. On a donc 4 nominés pour ce titre de MVP du week-end. Le premier, Romain Bardet, qui s'empare du maillot jaune pour la première fois de sa carrière lors de son dernier Tour de France. On a également Antoine Dupont, auteur d'une maestria face à l'UBB en inscrivant 2 essais qui viennent conclure une saison magnifique de sa part. George Russell, l'opportuniste, qui a lui profité du duel un peu trop viril entre Max Verstappen et Lando Norris pour s'adjuger la 2e victoire de sa carrière au Grand Prix de Catalogne. Et enfin, on a Antoine Brizard, grand artisan de la victoire de l'équipe de France en Ligue des Nations, qui a été élu MVP de la compétition. Alors honnêtement, ça a été assez compliqué pour moi de choisir un MVP. Dans ma tête, vendredi soir, Antoine Dupont était le MVP parfait après son match exceptionnel face à l'UBB. Mais pour l'histoire, j'ai envie de le donner à Romain Bardet, qui voilà, en tant que vétéran du Tour de France, grand monsieur du cyclisme français, qui pour son dernier Tour de France vient s'imposer au terme d'un superbe numéro dans une épreuve qui n'était pas facile, qui n'était pas forcément promise aux échappés. C'est tout simplement historique. Kevin Vauquelin derrière qui gagne la 2e étape, mais qui ne prend pas le maillot jaune. Donc c'est pour ça que je vais partir sur Mbappé, je suis pas bien, sur Romain Bardet, MVP du Poteau Sport Club pour ce week-end du 1er juillet. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pas d'accord, si vous auriez plutôt vu un Antoine Dupont par exemple ou un autre. Mais en attendant, voilà, moi j'ai décidé de partir sur Romain Bardet. Et puis on va se quitter là-dessus les amis. J'espère que ce petit débrief qu'on n'a pas fait depuis un moment vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez un autre MVP, si vous kiffez ce format-là. Et puis nous on se retrouve très vite avec l'équipe de France qui joue ce soir son match à élimination directe, ses 8e de finale face au rival belge. On va forcément faire un débrief de ce match-là, quel que soit le résultat. Donc voilà, stay tuned et on revient très vite sur la chaîne du Poteau Sport Club. Ciao équipe.